Welcome to The Unseen Crowd, a podcast about the people and movements driving change from the margins. Change often begins in places you can't see, where a crowd gathers, carries strategies, and reshapes futures, even when ignored. This crowd is loud, unstoppable, and unapologetic. These are their stories. There's a saying that says, Il existe un dicton qui dit « Si tu veux aller vite, pars seul. Si tu veux aller loin, pars en groupe. » Aujourd'hui, nous abordons un sujet très actuel et conversé dans le domaine de la création du mouvement, la collaboration. Bienvenue dans The Unseen Crowd, podcast consacré aux mouvements marginaux. Je m'appelle Jonathan, mais vous pouvez m'appeler Jono. Je serai votre animateur d'aujourd'hui. Je suis accompagné d'invités venus du monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de la collaboration. Lorsque vous vous présenterez, je vous demanderai de me donner votre nom et de citer une chanson qui, selon vous, est le fruit d'une collaboration entre plusieurs artistes et qui est tout simplement merveilleuse. Merci Jonathan. Je m'appelle Henri et je suis directeur exécutif chez ILGA Asia. La chanson qui me vient à l'esprit va vous sembler très cliché, mais je dois dire que c'est We Are the World, produite par Michael Jackson et Stevie Wonder. D'accord, merci pour cette réponse, Anthony. Bonjour, je m'appelle Anthony Oluvush, et je suis responsable des programmes chez Panafrica ILGA. La chanson qui me trotte dans la tête depuis ce matin et qui est devenue encore plus forte dès que tu as mentionné le mot chanson, c'est Give Me a Man After Midnight. Et je vais m'en tenir à ça. OK. Je me nomme Bram, je suis responsable des programmes internationaux au sein de COC Netherlands et également coordinateur de la Power of Pride Alliance. Je n'ai pas de chanson à partager, je vous prie de m'en excuser. Bon, très bien. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les raisons pour lesquelles la collaboration est essentielle et pourquoi elle est également difficile. Pour lancer la conversation, nous savons tous qu'il existe le programme Power of Pride qui a été mis en place en collaboration avec ILGA, ECHEA et Panafrica ILGA. Je voudrais donc que nous commencions à analyser et à nous concentrer sur les points forts. Le mot collaboration m'a vraiment interpellé pendant la préparation de ce podcast. Et si je peux me permettre, je pense personnellement, et je pense que les membres de ma communauté partagent mon avis, que la collaboration ne consiste pas à chanter la même note. Il s'agit d'apprendre à jouer en rythme. J'ai grandi en tant que personne queer et efféminée, dans un foyer très conservateur, et la musique a toujours été mon refuge. Le piano et le violon m'ont appris que l'harmonie n'est pas la similitude, mais c'est devenu mon guide pour le travail de collaboration. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, collectivement, la diversité était notre plus grande force. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la unité doit être notre force, car l'opposition est déjà unifiée. Et si je peux partager une histoire de ma région sur ce que signifie la collaboration, lorsque la Thaïlande est passée à l'égalité du mariage, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un parcours qui nous a pris 10, 15 ans. Lentement, à partir de chaque aspect et des personnes de la société qui se sont réunies. Nous avons convoqué des organisateurs de différents pays. Il ne s'agit pas seulement de personnes du pays lui-même, mais aussi d'apprendre ensemble de la ASEAN, de toute la région. Et je pense que chacun a apporté une touche différente. Des dialogues fondés sur la foi, issus du monde médical, de la stratégie juridique, de la sécurité numérique. Nous n'avons pas effacé les différences, nous les avons coordonnées. Et c'est là que la collaboration se transforme en véritable puissance. Je pense que c'est un principe digne d'être partagé, se reflète également dans le programme Power of Pride. Très bien, merci beaucoup, Anthony.
À mon avis, le fait que nous soyons assis ici avec une organisation africaine, une organisation asiatique, une organisation néerlandaise, pour parler de la même chose, d'un objectif commun. Comme vous l'avez dit au début, si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Et si vous voulez, allez seul. Mais notre objectif est vraiment d'aller loin, de s'attaquer à toutes ces questions auxquelles est confronté le mouvement LGBT. Et pour moi, la seule façon d'y parvenir est d'y aller ensemble. Parce qu'il y a une beauté dans la diversité que nous apportons à la table. Nous sommes très différents, mais nous avons tous un objectif commun. Nous sommes tous très différents, mais nous allons vers une destination similaire. Nous aurons des moyens différents pour atteindre cette destination. Il s'agit simplement de comprendre cela. Et c'est que j'ai découvert en travaillant au sein de Power of Pride, que nous comprenons que le chemin que nous empruntons pour atteindre cette destination est différent. Et c'est ainsi que j'ai vécu le pouvoir de la fierté en termes de collaboration. Merci. Je suis d'accord. Au-delà des valeurs partagées et d'un objectif commun, je pense qu'il est également très important de bien comprendre les différents rôles et responsabilités de chacun dans un programme de collaboration, car cela permet d'éviter toutes sortes de problèmes. En effet, on sait clairement qui fait quoi, pourquoi les gens font ce qu'ils font et sur quel point nous collaborons. Je pense également qu'il est très important d'instaurer une relation de confiance au fil du temps. Et je pense que cette confiance vient de la collaboration, de l'ouverture d'esprit sur les choses qui ne fonctionnent pas bien et de la capacité à se donner mutuellement des retours de manière douce et avec humour. Je pense que cela nous a vraiment beaucoup aidés. Je pense que l'établissement de la confiance prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si ce dicton existe aussi en anglais, mais en néerlandais, on dit que si vous voulez instaurer la confiance, celle-ci arrive à pied et repart à cheval. Elle se construit donc très lentement, mais elle peut être facilement brisée. Il faut donc chérir cette confiance et s'assurer de bien comprendre les problèmes, s'il y en a, de comprendre pourquoi ils existent et de pouvoir en parler. Vous avez introduit la notion de confiance et je voudrais approfondir ce sujet. Quelles sont les pratiques efficaces qui ont été mises en place pour instaurer la confiance? Nous savons que la collaboration repose sur la confiance. Quelques pratiques, quels outils ont été mis en place ou sont actuellement mis en place pour garantir que la collaboration repose sur la confiance? Je pense que les systèmes sont en place pour garantir que si des questions se posent sur le déroulement d'un programme, ou si certaines personnes ont des questions sur les activités des organisations, ou sur leur efficacité ou leur pertinence, nous disposons des systèmes nécessaires pour poser ces questions. Il existe un espace où l'on peut aller et dire « Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe ici, pourquoi nous faisons cela ?» mais dans une atmosphère calme, en essayant de comprendre ensemble. Et cela s'est produit dans différents groupes de travail de l'Alliance. Cela s'est produit dans l'équipe du programme où les 3 alliances se réunissent, mais aussi dans les conversations en tête-à-tête, en prenant simplement le temps d'avoir un appel en tête-à-tête avec Henri pour dire « Écoutez, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il réellement dans votre organisation ou au sein de votre conseil d'administration ou dans le travail que vous faites ?» Je pense que vous avez posé une question au début, lorsque vous avez lancé cette conversation. Pourquoi la collaboration est-elle essentielle? Elle est essentielle parce que nous devons aller loin. La raison pour laquelle elle est difficile, c'est parce que, comme vous l'avez dit, la confiance s'acquiert à pied et se maintient à cheval. Et je pense que cette expression va rester gravée dans ma mémoire. Désolé. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est à cause de la confiance. Il est vraiment difficile d'instaurer la confiance entre les gens. Car pour moi, la confiance, c'est comprendre et savoir quoi que fasse mon partenaire ou la personne avec laquelle je travaille, quoi qu'elle fasse, elle le fait pour mon bien autant que pour le sien et pour notre bien à tous. Il est difficile d'instaurer cela, car nous sommes des êtres méfiants à cause du passé et de la façon dont nous avons été traités.
La communauté a été conçue de manière à ce que nous nous méfions des motivations de chacun. Mais instaurer cette confiance, travailler avec Henri et me dire que je sais qu'Henri prend cette décision parce qu'elle sera bénéfique pour moi, pour Henri et pour notre communauté dans son ensemble. C'est la chose la plus difficile dans la collaboration. Instaurer cela, nous amener au point où nous savons que nous travaillons pour le bien de chacun. Mais c'est extrêmement important. Et comme Braham l'a dit, cela prend du temps. Il faut beaucoup d'actions pour y parvenir. Et je pense qu'avec la force de la fierté, nous y sommes parvenus. D'accord, merci beaucoup. Je me suis penché sur ces organisations. ILGA Asia est aussi grande et importante. Pan-Africa est également grande. COC Netherlands est également grande. Quels sont donc les défis? Comment coexistez-vous en tant que grande organisation? Je sais qu'il est parfois très difficile de coexister dans le même espace, de travailler ensemble. Qu'avez-vous fait pour coexister? Quelles pratiques avez-vous mises en place pour coexister? Je sais que c'est parfois très difficile, mais je sais surtout que la collaboration a été fondamentale. Comment avez-vous fait pour coexister et travailler ensemble comme ça? Je voudrais également rebondir sur ce que mes collègues ont mentionné précédemment. Pour revenir un peu sur la confiance, je pense personnellement qu'au cours de 5 dernières années, je n'ai jamais travaillé au sein d'un consortium qui m'ait procuré un tel sentiment de confort en termes de collaboration. C'est simplement parce que nous joignons le geste à la parole lorsqu'il s'agit d'instaurer la confiance. Comme Bram et Anthony l'ont mentionné, si nous constatons que quelque chose ne fonctionne pas, nous nous réunissons immédiatement pour dire « Hey, ça ne marche pas ». Mais comment pouvons-nous améliorer notre façon de travail? Mais ce qui est très réconfortant, c'est que chaque fois que nous réunissons pour réfléchir au fait que quelque chose ne fonctionne pas et que nous voulons améliorer les choses, ce n'est pas pour nous, n'est-ce pas? C'est vraiment pour la communauté immense et variée que nous servons. Rien qu'en Asie, la ILGA compte plus de 230 organisations membres dans 43 pays. Et la région africaine est encore plus grande, avec plus de 300 membres, si je ne me trompe pas. J'aimerais maintenant aborder les 3 points que j'ai notés. Et je tiens à remercier encore une fois Bram, notre cher coordinateur. Je pense que ces dernières années, nous avons toujours appliqué et utilisé ces 3 règles. Premièrement, ce sont nos responsables locaux qui décident des tactiques à adopter sur leur territoire. C'est la règle numéro 1. Et c'est pourquoi nous pensons que le pouvoir de la fierté reste important. C'est pourquoi l'objectif derrière POP est ce qu'il est. Deuxièmement, la transparence budgétaire à chaque trimestre, c'est quelque chose que nous continuons à pratiquer aujourd'hui, en 2025, alors que l'Alliance touche à sa fin. Et la troisième règle est, à mon avis, fondamentale pour nous 3, qui appartenons à 3 organisations différentes. Nous devons nous réunir pour nous assurer que cette alliance ne se contente pas de fonctionner, mais que nous joignons le geste à la parole en termes de service à la communauté. Je pense qu'il est également utile que nous partagions des valeurs et des objectifs très similaires, tout en restant des organisations différentes, travaillant dans des régions différentes, avec des rôles et des responsabilités différentes. Ce qui signifie aussi qu'il est souvent assez clair qui est le mieux placé pour assumer tel ou tel rôle. J'ai participé à d'autres alliances où ce n'était pas toujours le cas et où l'on finissait par avoir plus de tensions entre les organisations dont les rôles et les responsabilités se chevauchaient. Je pense que c'est quelque chose dont nous avons été très clairs dès le début. Et cela permet également d'éviter les conflits. Très bien, merci. Je pense que ce que j'ai appris en rejoignant Power of Pride, c'est que l'ILGA Pan-Africa comprend le continent africain. L'ILGA Asia comprend le continent asiatique. Et le COC néerlandais comprend le continent COC. Et nous sommes tous, comme l'a dit Henri, des experts dans notre domaine. Et en comprenant cela et en gardant cela à l'esprit, j'ai vu que cela fonctionnait.
J'ai assisté à des réunions où nous nous essayons et nous demandons les uns aux autres. Bon, voilà ce qui se passe sur le terrain, comment résoudre ce problème. Euh, et l'ILGA Panafrica est considérée comme l'experte du continent africain. L'ILGA Asie est considérée comme telle, car nous travaillons aussi étroitement que possible avec les personnes sur le terrain. Si vous pouvez constituer une équipe à partir de n'importe quel film, quels sont les 3 artistes que vous choisirez et pourquoi? Jonathan, qu'est-ce que tu me fais là? 2 domaines dont je ne sais rien, la musique et le cinéma. Et pourquoi? Est-ce que ça doit être forcément un film? Ça peut être une pièce de théâtre? Mais ça va, ça marche, je te l'accorde. Ce week-end, j'ai rencontré un dramaturge et un acteur absolument géniaux. Celui que tu as choisi d'aller voir seul? Celui que j'ai choisi accompagner seul, oui, il s'appelle Massé. Il était tellement doué pour raconter des histoires. J'aimerais beaucoup qu'il écrive l'histoire, car il a raconté sa vie dans le township et c'était magnifique. Voilà pour le premier. Il écrirait donc l'histoire. La musique serait composée par Anzima, qui est tout simplement bien le son est génial, est vrai, et comme je l'adore. Certaines parties du spectacle seraient réalisées par j'ai oublié son nom, mais je me souviens très bien de son visage. Quelqu'un voulait qu'il incarne le James Bond noir. Idris Elba. Idris Elba. Merci. Merci pour cela, Henri. Et je vous remercie pour cette initiative spontanée. J'apprécie énormément. Je vais aborder la question de la direction du film ou de la pièce en précisant que mes choix reflètent mes préférences personnelles. En tant que musicien, je souhaiterais proposer Ruchi Sakamoto, compositeur japonais de renom, pour la composition de la bande originale. J'admire profondément son travail. Toutes les musiques qu'il a créées pour le cinéma et l'animation plongent le spectateur dans un univers qui transcende le réalisme. Je crois que ce type d'expérience est indispensable pour notre projet. Plus récemment, j'ai lu un roman intitulé Blessings, écrit, je crois, par Chukwuebuka Ibe. Je m'excuse si ma prononciation n'est pas exacte. Ce récit, situé au Nigeria en 2024, relate l'histoire d'Obifuna, une réalité encore très présente pour de nombreuses personnes, non seulement en Afrique, mais également en Asie et en Amérique latine. La leçon majeure que j'ai tirée de ce roman et la raison pour laquelle je souhaite qu'un auteur authentique et sincère écrive cette pièce est la suivante. Je ne suis pas parent, mais tous les couples désireux d'avoir des enfants devraient lire ce livre. Il enseigne que l'on ne doit pas avoir d'enfant si l'on n'est pas prêt à accepter que celui-ci puisse être homosexuel. Je recommande donc vivement la lecture de Blessings. Quant au choix des acteurs, le rôle principal sera confié à Bios. Pour ma part, je suis un admirateur inconditionnel de Beyoncé Knowles Carter. Richie Sakamoto and Beyoncé, no? Oh, nice. What a combination. I honestly have no idea. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je vais aller voir la pièce. Non, je pense aussi que dans le cadre d'une collaboration, il est bon de pouvoir partager ses faiblesses. Et je suis fière de pouvoir citer le nom de 3 acteurs. Alors n'abordons pas ce sujet. Revenons à notre conversation. Pouvez-vous me donner un exemple de malentendu ou de difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de cette alliance, dans le cadre de la collaboration? Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment les avez-vous surmontées?
Je suis le petit nouveau. Je vais donc m'asseoir et écouter. I can go. It's kind of easy. Je suis toujours assez fier et je pense que c'est aussi une chance pour nous au sein du PT, que rien ne soit suffisamment important pour être mémorable en tant que défi ou conflit majeur. Et je le dis sincèrement, je pense que la raison est très similaire à ce que nous avons partagé plus tôt, à savoir que cette collaboration est également vraiment redevable à Bram, notre coordinateur, qui a très systématiquement mis en place de petits blocs pour nous aider à nous faciliter la tâche et à garantir que les conflits ne dégénèrent pas au point de devenir dangereux, entre guillemets. Je pense donc que notre collaboration a toujours bien fonctionné parce que nous avons su coordonner nos différences. Qu'il s'agisse par exemple de vos incertitudes concernant le budget, je pense que les tensions ne sont pas vraiment apparues au grand jour. Elles ne sont pas propagées sur Twitter ou les réseaux sociaux. Nous n'en sommes pas encore là. Du moins, de mon point de vue, c'est ce que j'ai ressenti. Je voulais simplement encourager tous ceux qui écoutent encore, même si ce n'est pas dans Power of Pride, car je pense sincèrement que l'opposition contre laquelle nous luttons, le mouvement anti-genre et anti-droit, parce que notre discours est anti-haine, n'est-ce pas? Je pense donc que même dans Power of Pride, nous devons vraiment faire preuve de plus de résilience pour comprendre notre rôle et ne pas nous laisser aller dans cette direction. Donc rien sur le contexte continental. En ce qui concerne le contexte continental, je dirais que, bien sûr, je pense que les conflits communautaires ici et là, il y en aura toujours. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons empêcher, mais c'est aussi un rappel très important pour nous tous, que c'est parce que nous sommes humains, parce que ce sont nos différences. Je voudrais revenir sur une citation que j'ai mentionnée très tôt et qui est vraiment apparue en 2025 du genre. Bon, je vais dire ça et n'hésitez pas à m'interrompre si vous pensez que ça n'est pas approprié. J'ai eu la chance d'être né sur le continent asiatique. Nous sommes le peuple le plus diversifié, mais nous sommes aussi le peuple le plus divisé, avec une myriade de cultures différentes. Mais cela nous rappelle vraiment nos différences, mais aussi la beauté de la diversité dans laquelle nous baignons tous. Mais oui, mes amis, la diversité était autrefois notre force, mais c'est la unité qui doit continuer à nous faire avancer. Je repense au début de Power of Pride, lorsque nous avons tenu notre première réunion pour voir comment nous pouvions organiser ce programme. Nous avons beaucoup discuté de ce qui nous menaçait, de ce qui menaçait le mouvement et les organisations sur les continents, et de la manière dont nous pouvions y faire face. Au tout début, nous avons organisé une session sur ce thème, mais aussi sur les questions qui pourraient nous diviser, détruire notre programme et notre collaboration entre les trois organisations. Nous avons essayé d'imaginer que le programme avait complètement échoué et que nous avions fini par nous disputer. Que se serait-il passé? Qu'est-ce qui aurait pu mener à cette situation? Je pense que cela a été très utile, car cela nous a permis d'exprimer tout ce que nous n'osions pas dire et qui aurait pu nous mener à nous disputer pour des questions d'argent. Il pourrait y avoir des problèmes, car PAI et ILGA Asia ont toutes deux une structure de conseil d'administration. Vous voyez, une structure de conseil d'administration peut parfois poser des problèmes avec les membres. Qu'est-ce que cela signifierait si cela venait à éclater? Nous avons donc discuté de tout cela, de tout ce qui pourrait potentiellement arriver. Et je pense que cela a également aidé. Cela a simplement permis d'aborder plus facilement certaines de ces questions par la suite, si elles se posaient. I'm just going to talk about something that I've learned, not just on this table, but Comme l'a dit Henri, le mouvement peut être très divisé et nous pouvons nous disputer beaucoup. Et nous savons nous battre parce que nous sommes nés du conflit. Notre existence même, en particulier sur le continent africain, et je suppose sur le continent asiatique, notre existence même est brute, est rude. Et nous quittons nos familles parce que nous nous battons pour avoir le droit d'exister. Et des conflits vont se produire. Il existe plutôt, une grande diversité de pensées
et de schémas, de façon d'aborder les conflits. Mais l'une des choses que j'ai apprises au fil des années et que j'ai également entendu dans ce podcast, c'est que lorsque vous travaillez en collaboration, vous devez avoir une table ouverte où vous pouvez mettre les choses qui vous dérangent dans la collaboration ou dans le travail. Vous pouvez les mettre sur la table. Vous n'êtes pas obligé d'en discuter immédiatement, mais elles sont là. Elles sont à la vue de tous. Tout le monde peut les voir et ils peuvent être abordés. Il s'agit donc vraiment d'être capable de se faire suffisamment confiance pour mettre les problèmes sur la table, puis de les aborder et de vider cette table à la fin de la journée, de la semaine ou du trimestre, de dire, bon, voilà quelques-uns des problèmes auxquels nous avons été confrontés. Voici quelques-unes des choses qui causent un peu de méfiance entre nous. Attaquons-les de front. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris au cours de cette collaboration, au cours de 6 derniers mois. Je souhaitais véritablement partager ces éléments factuels qui illustrent les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Car si nous évoquons aujourd'hui un conflit auquel nous participons non seulement en tant que communauté, mais également à l'échelle mondiale, il me paraît essentiel de rappeler à tous les auditeurs de ce podcast la gravité des défis auxquels nous sommes confrontés en matière de criminalisation parmi les États membres de la ONU. 61 en 2024, légalement criminaliser les relations homosexuelles consenties et 2 autres l'ont fait de facto. Tel est le contexte dans lequel s'inscrit notre action. Pour situer les choses, considérons l'Afrique. 31 pays y criminalisent ces relations. C'est endurcissent les sanctions, tandis que d'autres, comme la Namibie, en 2024, amorcent un processus de dépénalisation. Cette réalité illustre à la fois un risque et une dynamique de changement. À l'échelle mondiale, rien qu'en Europe, les réseaux anti-droits ont mobilisé plus de 1,18 milliard de dollars américains entre 2019 et 2023. Cela témoigne de l'organisation rigoureuse et des ressources considérables de l'adversaire. Si nous restons fragmentés, nous nous retrouvons à jouer selon leurs règles. Et ils savent que nous nous battons. Ils vont s'en servir. Oui, c'est vrai. Nous savons que dans toute relation, qu'il s'agisse d'un partenariat, d'une relation amoureuse ou d'une relation occasionnelle, il y a toujours une prise de décision. J'aimerais savoir, en ce qui concerne le pouvoir de la fierté et de la collaboration, comment se passe la prise de décision? Eh bien, une grande partie de la prise de décision se fait bien sûr au début du programme, lors de son élaboration. Cela s'est fait avec les 3 organisations, avec la contribution de nombreux militants de différentes régions. Mais je pense aussi que pendant le programme lui-même, une grande partie de la prise de décision est effectuée par les militants et les organisations des 22 pays qui sont au pouvoir de la fierté. Ce n'est donc pas nous qui devons prendre les décisions, mais les comités participatifs d'attribution des subventions, les comités d'urgence dans les pays qui décident de la manière dont ils veulent collaborer et de la meilleure utilisation des fonds. Je pense que nous avons réussi à prendre beaucoup de ces décisions au niveau national. Lorsque des décisions doivent encore être prises à un niveau plus programmatique, c'est très simple. Les 3 organisations se réunissent, discutent, essayent d'écouter les arguments de chacune et avancent. Cela peut sembler trop optimiste, mais je ne pense nous n'avons jamais voté, nous n'avons jamais voté. J'espère avoir une relation comme celle-là, sans conflit, pour aller de l'avant, n'est-ce pas? Avec cette collaboration, avec ce partenariat, quelle est votre vision pour l'avenir? Que voyez-vous? Que réimaginez-vous ou qu'espérez-vous pour l'avenir? More of Je dirais plutôt cela. Plus de gens assis ici qui disent « nous n'avons jamais voté » et qui prennent ces décisions. Mais aussi, je pense que c'est important de comprendre, comme l'a dit Henri, que l'autre camp s'organise. Donc, nous revenons et nous disons « d'accord, voilà comment nous allons affronter l'autre camp qui s'organise ». Nous revenons et nous disons «
Jusqu'à présent, nous avons très bien travaillé. Qu'est-ce qui va nous rendre plus forts? Parce que nous devons grandir. Nous devons mieux lutter contre les critiques acerbes qui nous sont adressées par tous ceux qui s'opposent à notre existence. Je pense qu'il faut davantage de cela, davantage de conversations sur la collaboration, davantage de conversations sur l'importance de se concentrer sur les soins, davantage de conversations sur la manière dont nous allons devenir plus indépendants, plus nous-mêmes, plus ouverts, plus aimés de tous, davantage. Et tout cela viendra du renforcement de notre cohésion interne. ourselves internally. So before the two of you then answer. Avant que vous ne répondiez tous les deux, j'ai une question. Quelle est la valeur ajoutée des collaborations LGBTQI+? Comment le pouvoir de la fierté, pour vous deux, c'est votre question. Tu veux répondre en première? Je pense qu'il est indéniable qu'il faut également parler de la collaboration intergénérationnelle sans hiérarchie. Cela signifie que, si je peux me permettre de le dire, j'ai le sentiment que depuis 5 ans, soit rendre visite à ceux qui souhaitent des réunions hebdomadaires et mensuelles, pas hebdomadaires car cela serait trop, soit des réunions mensuelles, et je me suis guidé par Bram et Nat. Et peut-être aussi l'inverse. Et cela se ressent vraiment au sein de la belle équipe que nous avons chez Olga et Gia, ainsi que parmi nos membres et notre communauté. Et pour moi, cela se traduit par une valeur ajoutée. Semaine 3 n'est pas un, c'est un siècle. C'est ce que je ressens vraiment depuis le 21, que c'est un siècle. Je ne veux pas dire que vous êtes tous plus âgés que moi, mais les aînés m'ont appris l'endurance dans les chambres d'auberge. En même temps, les personnes plus jeunes que moi m'ont appris de nouvelles langues et m'ont fait prendre conscience de l'urgence que notre génération ne ressent peut-être pas toujours. N'est-ce pas? Nous nous sentons tous les deux considérés et je pense que cette collaboration devient alors un renouveau et non une succession. J'ai maintenant quelques idées sur ce qui pourrait être amélioré et sur ce qui pourrait apporter une valeur ajoutée à notre façon de faire les choses. Nous devrions associer les aînés, les jeunes, pour co-animer des événements publics, alterner les rôles de leader, puis créer un esprit d'apprentissage bidirectionnel. Les seniors enseignant le power mapping, les juniors enseignant la sécurité numérique ou la narration à l'ère des créateurs. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Peut-être qu'au bout du compte, nous voulons nous mettre d'accord sur le défi avec le nombre de prudences, ce qui signifie que nous parlons des différences, nous parlons des conflits qui vont se produire. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et vos dernières remarques avant de conclure cette journée, vos remarques finales? C'est formidable d'être ici. C'est formidable de parler de collaboration, car comme vous l'avez dit, nous devons aller loin. Mais nous avons souvent tendance à penser que nous travaillons en solo, en silos, alors que nous n'existions pas en solo, en silos. Nous existons avec d'autres personnes et la seule façon de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés est de travailler avec d'autres personnes. Voilà donc mon message d'adieu. Je pense que pour moi, il est très important de comprendre que nous avons besoin de toute la force et de toute l'initiative d'un pays, d'une région ou du monde entier pour aller de l'avant. Je pense que parfois, surtout les organisations qui existent depuis plus longtemps, elles pensent tout savoir et nous le constatons dans de nombreux pays, y compris aux Pays-Bas. Je me demande donc comment faire en sorte que les initiatives plus jeunes, plus récentes, aient également leur place à la table des discussions, qu'elles contribuent à la croissance du mouvement, car nous avons besoin de toutes ces voix et de toute l'énergie des petites et des grandes initiatives au niveau national et régional. Et je pense que c'est à nous de faire tout notre possible pour créer un système ou une structure où cela est possible, où elles se sentent écoutées, où elles ont leur place à la table des négociations. C'est pourquoi je voudrais mettre en avant notre force. Pour conclure, permettez-moi de prendre 2 ou 3 minutes.
je me sens profondément tenu de souligner que les conflits anti-genres sont non seulement autrement professionnalisés, mais également solidairement financés. Nous parlons de plusieurs milliards de dollars mobilisés rien que dans certaines régions d'Europe, sans même prendre en compte l'Amérique du Nord. Nous ne pouvons nous permettre une excellence fragmentée. Ce dont nous avons besoin, c'est d'encourager synchronisé pour progresser ensemble. La unité ne signifie nullement uniformité. Elle implique simplement que nous convergions vers une même destination, notre objectif ultime. Notre sécurité, notre dignité, notre justice économique, tout en laissant chaque contexte déterminer le chemin à emprunter. Le monde requiert une pluralité de formes de force et notre mission consiste à les harmoniser. Essentiellement, notre travail consiste à combattre la haine et à promouvoir le potentiel humain. Je souhaiterais à présent vous lire ce court poème, découverte en ligne, rédigé par un utilisateur d'Instagram sous le pseudonyme de Boring Gay. Je vais maintenant vous le lire. Vous êtes une représentation forte et substantielle de ce qui signifie être queer au quotidien. Vous aidez les personnes effrayées et confuses quant à leur identité queer à réaliser qu'il est formidable de faire son coming out. Vous montrez aux personnes extérieures à notre communauté pourquoi nous sommes si magiques. Alors, continuez à vous battre, à vous épanouir et à vivre pleinement. Très bien, merci infiniment. Je suis profondément reconnaissant pour votre présence et votre écoute. Vous avez entendu au fil de cet épisode tout ce qui touche à la collaboration, ses hauts et ses bas, les bonnes pratiques comme les écueils à éviter. Nous vous remercions chaleureusement de vous être joints à nous et vous invitons à revenir pour une prochaine discussion qui, nous l'espérons, suscitera une réflexion tout aussi profonde. This podcast has been made possible with the support from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands through the Power of Pride program, an initiative of COC Netherlands, ILGA Asia and Pan-Africa ILGA, being implemented across 22 countries in Asia and in Africa. The program supports over 250 LGBTI+-led community organizations to advocate for inclusive laws and policies and strengthen LGBTI+ communities and civil societies in Asia and Africa. Please follow us to find out more. Thank you for listening.